Salut à tous, ça fait un petit temps que j'avais envie de lancer mon podcast. Je vais parler de ma passion qui est l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Antoine, c'est le fondateur d'EasyLabus, une startup qui est en pleine croissance. Et donc on va parler du fait d'entreprendre en tant qu'étudiant, on va parler de sa levée de fonds, on va parler de l'importance de l'entourage. Donc voilà, et de plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir tout ça et à bientôt. Ciao. Antoine Carrière, bonjour. Bonjour. C'est la honte. Attends, vous allez mettre ça sur TikTok, genre? Oui. Alors après avoir fait ce test auprès de quelques étudiants, j'ai vu que ça prenait très bien. Et donc je reçois en fait une promesse de 25 000 € à cette époque-là. Et je me dis... Hello Antoine. Hello. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Mais du coup on va parler un peu d'EasyLabus, ton parcours, et voir un peu le futur, la levée de fonds aussi que tu as faite. Et donc on va discuter un peu de tout ça, ça roule pour toi. Parfait. Mais est-ce que tu peux déjà te présenter de manière générale, hyper libre? Alors, hyper libre, j'ai 27 ans, je m'appelle Antoine Carrière. J'ai lancé EasyLabus il y a 3 ans maintenant, pile 3 ans. EasyLabus, c'est une application de partage de podcasts audio éducatifs entre étudiants. Cette définition elle a changé au cours des 3 dernières années 15 fois. Mais là, on est bien là, partage de podcasts éducatifs entre étudiants. J'ai lancé ça avec Julien Romain, qui est mon associé maintenant. Ça fonctionne super bien, on se lance en France, on est super content. C'est anecdotique, on aura l'occasion d'en reparler, mais je suis diplômé de l'ICHEC en sciences commerciales, diplôme que j'ai pas encore été chercher, comme je t'ai dit. Donc voilà, ça c'est un peu ma vie, je suis marié. Ok, cool. Voilà. Trop bien, génial, déjà plein d'infos. Et du coup, EasyLabus en quelques chiffres, quelques stats, combien d'utilisateurs, où est-ce que vous vous situez pour le moment? Alors EasyLabus, c'est 45 000 inscrits pour l'instant, même un peu plus, 47, mais bon, on va pas exagérer. Voilà, 47 000 inscrits, on est présent, on a des podcasts audio pour plusieurs universités et hautes écoles en Belgique francophone, dans 8 universités et hautes écoles en Belgique francophone. Mais en fait, maintenant, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Pourquoi? Et je pense qu'on aura encore l'occasion d'en reparler, parce qu'en fait, on a ouvert un nouveau concept, une nouvelle fonctionnalité qui permet en fait à n'importe quelle personne, étudiant ou non, de s'enregistrer, de poster ses podcasts sur la plateforme et en expliquant un concept, un chapitre qu'il a compris avec ses mots, de le poster sur la plateforme et d'être payé pour ses audios. Et donc en fait, ça réduit toutes les frontières. On n'a plus besoin de dire on va rentrer à l'ULB, on va rentrer à l'UCL. Non, n'importe quel étudiant peut venir uploader ses podcasts sur la plateforme et expliquer des concepts avec ses mots. C'est vraiment ce qu'on a voulu lancer. C'était un gros, c'est pas un pivot parce qu'on a toujours eu cette dimension sociale. Quand je dis social, c'est réseau social. On n'est pas un réseau social, mais on met quand même la communauté en avant. Et on se dit que si on veut scaler à un moment donné, c'est la chose à faire, c'est d'ouvrir la production de contenu à n'importe quelle personne, comme sur TikTok, Instagram, sans ses producteurs, sans ses créateurs. Il n'y a pas de plateforme. Si personne ne poste sur Instagram, il n'y a pas de plateforme. Mais là, si personne ne poste sur EasyLabus, ça va être compliqué à l'avenir. Et donc là, on a énormément de créateurs. Donc 45 000 inscrits, on vient de passer un cap des 600 000 écoutes totales depuis le début de l'histoire d'EasyLabus. On a eu une session incroyable en ce moment, là, on a fait des chiffres qu'on n'avait jamais fait, on est super contents. On a levé des fonds, donc ça c'est aussi un peu anecdotique parce que c'est plutôt ce qu'on fait avec les fonds qui est important, mais on a levé des fonds il y a 1 an pile maintenant aussi, enfin un peu plus d'1 an, en décembre, on a levé 415 000 €. Et voilà, on projette de se lancer en France. Enfin, on a déjà lancé une université à Paris, mais on veut aller de manière beaucoup plus large en France. Voilà. Ok, génial, plein d'infos, on aura l'occasion d'en reparler. Non, génial, c'est super intéressant, on aura l'occasion de reparler un peu de tout ça en détail après. Mais pour reprendre peut-être un peu plus le début et le parcours, donc tu disais que tu étais aux études, tu as fait l'ICHEC avant de lancer le projet, ou tu as eu l'idée du projet pendant les études. Donc savoir un peu voilà, ce parcours-là aussi au moment avant le lancement aussi, et puis ce qui t'a amené à lancer le projet, quoi. Alors ça c'est une histoire, je pense que c'est pas que j'en ai marre de la raconter, mais je pense que n'importe quel entrepreneur il la raconte des centaines de fois, l'histoire de la genèse du projet. J'ai déjà fait des posts LinkedIn dessus, j'ai déjà répondu à des podcasts dessus, mais pour faire très simple, et c'est vrai que c'est une chouette histoire en vrai, j'étais dans ma chambre d'étudiant à Bologne en Erasmus. À l'époque j'étais à l'EFEC en dernière année, et je me suis dit tiens, j'étais dans mon petit lit dans mon petit lit de clochard et je me suis dit tiens, si j'avais toutes les pages que je suis en train de lire sur mon ordi en format audio, je retiendrais peut-être la matière plus vite et en plus grande quantité.
Du coup, je me suis enregistré à cette époque-là en train de réciter toutes ces pages et je les écoutais quand j'allais faire mon sport, quand j'allais me balader dans la ville ou quand j'allais juste faire mes courses. Et ça m'a permis d'emmagasiner la matière beaucoup plus rapidement et en plus grande quantité et réussir mes examens, quand même un peu important de réussir ces examens. Et du coup, j'ai réussi mes examens, je suis revenu en Belgique et je me suis dit, tiens, pourquoi pas lancer cette idée, surtout qu'à ce moment-là, j'intègre l'e-chèque et le Start Lab de l'e-chèque qui me permettent d'avoir un accompagnement aussi bien au niveau des bureaux qu'on a à disposition, du coaching et des formations. C'est un bon moyen de se lancer au tout début, selon moi. Parce moi j'avais ce que je dis souvent, un peu le syndrome de la page blanche et de me dire quelque part où est-ce que je commence, c'est compliqué. Et voilà, donc ça c'est un peu l'histoire du projet. Maintenant, comme je te le dis, à l'époque c'était des notes de cours, résumés, synthèse, je lisais, etc. Maintenant ça a vraiment, c'est beaucoup plus large et c'est l'explication d'un concept par un étudiant, quoi. Ok, génial. Mais du coup, pour revenir sur cette partie études, on rediscutera du reste après, notamment l'accompagnement, Start Lab, etc. C'est super intéressant. C'est quoi ta vision par rapport aux études actuellement? Et donc, voilà, t'expliquais au niveau des podcasts que tu écoutais, enfin, tu t'enregistrais et t'écoutais, mais le contenu de ces podcasts et les études en elles-mêmes, quelle est ta vision par rapport à ça là maintenant? J'ai une vision un peu a posteriori, un peu négative, c'est un gros mot, mais un peu. Je remets un peu en perspective ce concept même des études, ce qui est un peu spécial parce que nous on aide les étudiants à réussir leurs examens, mais je dirais que j'inventerai en disant ça, il y a un décalage total avec la réalité. Moi j'ai fait des études commerciales comme toi, et je pense que ça te forme à un certain type de métier, style Big Four, consultance, etc. Et encore, vu que les 6 premiers mois de n'importe quelle boîte dans laquelle tu vas avec des études commerciales, t'es formé, et c'est la formation. Donc en fait, t'apprends des notions en compta, en droit, des choses qui sont de manière générale assez loin du marché, même en marketing, tu vois. En marketing, à l'époque où moi j'ai fait mes études, ça commence à remonter de plus en plus loin d'ailleurs. En marketing, on n'avait aucune notion de SEO, on n'avait aucune notion je sais pas, de tout ce qui est le marketing digital, comment l'acquisition d'users, de créateurs chez nous par exemple, créer un site web, créer une landing page, le processus pour avoir des utilisateurs ou des clients. Jamais on en parle. On fait des matrices Pestel, on fait des trucs comme ça. Moi, ça m'a énervé à l'époque et ça m'énerve encore plus aujourd'hui de voir que ça change pas beaucoup. Il y a un petit peu de changement, je pense. Il y a quand même des petites formations ou des cours en plus qui ont l'air d'être intéressants dans les formations actuelles. Là, je parle vraiment pour les études commerciales. Et j'ai déjà dit, j'ai déjà expliqué ça, mais effectivement, je trouve ça triste que l'entrepreneuriat soit si peu mis en avant dans les écoles. Il faut qu'il y ait des incubateurs en dehors de l'école qui soient créés, style le Start Lab de l'e-chèque chez nous, ou des formations ou des options dans les études commerciales qui sont liées à l'entrepreneuriat, plutôt que dans le tronc commun des études commerciales, il y a des cours liés à l'entrepreneuriat. Je comprends pas, je comprends vraiment pas. Et le gros problème, c'est vraiment ce décalage avec la réalité, où là, je pense que les universités, les hautes écoles vont devoir se réinventer. C'est encore un autre débat, mais par rapport à toutes les solutions pour être autodidacte, pour apprendre énormément par soi-même, notamment grâce à EasyLabus, par exemple. Et du coup, par rapport au lancement de la boîte, tu as raconté un peu le storytelling de quand tu reviens, du coup, quand tu as ton Erasmus à Bologne. Mais donc, tu reviens et là, il se passe quoi? Comment tu fais? T'expliquais, tu as un peu le syndrome de la page blanche, mais concrètement, tu fais quoi? Ok, j'ai une idée, j'ai envie de lancer une boîte, mais je m'y prends comment et comment je démarre, quoi? Écoute, j'ai été épaulé par le Start Lab, comme je t'ai dit, qui m'a permis de me poser les bonnes questions, on va dire. Mais donc me demander comment est-ce que je vais mettre ça en œuvre. J'ai besoin de quels moyens. Effectivement, avec le podcast, on a un peu de la chance. On a besoin juste d'un micro, de pouvoir s'enregistrer, et on peut, grâce aux technologies actuelles et de l'époque même, proposer tout ce qu'on a fait sur des plateformes de streaming, etc. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. La première étape la plus importante d'EasyLabus, ça a été de trouver des notes de cours, résumés et synthèses, demander à la personne qui les avait faites
si je pouvais les enregistrer, les fragmenter, donc un cours de, je sais pas, droit civil en 7 à 8 podcasts de 15 à 25 minutes. Et à l'époque, j'avais pas d'app, évidemment, donc je postais ça sur SoundCloud. J'ai posté ça sur SoundCloud et je mettais le lien sur tout ce qui est groupe Facebook, etc. en disant voilà votre cours de droit civil en 7 à 8 podcasts de 15 à 25 minutes. Et ça a directement pris, quoi. Ouais. Ça a vraiment bien pris parce qu'à l'époque, et c'est un peu moins le cas maintenant, les groupes Facebook c'était le canal par lequel les étudiants passaient. Maintenant encore, mais un peu moins, ils sont plus sur WhatsApp, Messenger, etc. Et donc je leur disais, et ça a super bien pris, on a eu des milliers d'écoutes les premiers mois, etc. Je dis mais j'étais tout seul à l'époque. Et du coup, ça a bien pris, et de mois en mois, moi j'étais encore aux études, ça évoluait. Il y a eu le moment charnière évidemment de comme j'étais à la fin de mes études, qu'est-ce que je fais après en fait. Moment compliqué pour beaucoup d'étudiants d'ailleurs. C'est un sujet assez intéressant je pense parce que c'est un sujet qui concerne toutes les personnes qui sont à deux doigts d'être diplômées. C'est de se dire qu'est-ce que je fais de ma vie, surtout les entrepreneurs en devenir, ceux qui ont cette mentalité, ils sont vraiment dans un gros dilemme. Parce qu'en plus il y a c'est pour ça que je dis c'est un sujet intéressant parce qu'il y a toute cette pression sociale, la société, tes parents, ah ouais non mais tu vas lancer une boîte comme je te disais, t'es vraiment le vilain petit canard, mais t'es sûr, mais t'es fou, prends d'abord de l'expérience alors que travailler chez BNP ou ING ça va pas m'apporter l'expérience pour l'entrepreneuriat quoi. Enfin, bref. Mais là, on parlait de Thierry Huard, bonjour Thierry, si tu passes par là. Je suis à un salon en fait entrepreneurial à Tour Taxi. J'étais à mon stand et il y a Thierry qui passe, qui travaille à l'époque pour Digital Attraction, et j'étais vraiment à un moment charnière donc c'était la fin, j'étais à 2 semaines d'être diplômé, c'était début janvier 2020, et je suis à ce salon et il me dit ah ouais les podcasts j'aime bien, vas-y, chez Digital Attraction, tu peux postuler en ligne, tu passes devant un comité, tu peux avoir un peu d'argent, etc. Je dis ok. Donc je postule. Je passe devant effectivement un comité d'un peu moins d'une dizaine de personnes qui me dit, qui est emballé par le projet et qui me dit écoute, nous on fait des prêts convertibles allant de 25 à 100 000 euros. Et donc je reçois en fait une promesse de 25 000 euros à cette époque-là. Et je me dis ok, ben ça c'est le truc qui a été le trigger pour me lancer. Et du coup, je reçois 25 000 euros. Je me dis direct que je vais me lancer, que ce serait trop bête de ne pas se lancer. J'ai rien à perdre. Et donc, je crée la société, pour le coup, 2 semaines plus tard. Je reçois les 25 000 euros et là, j'augmente la production de podcasts. J'utilise cet argent pour engager des réciteurs, donc des gens qui vont réciter les notes de cours à l'époque. On n'a toujours pas d'app, on poste toujours sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Et c'est comme ça que ça s'est lancé, quoi. Et je sais pas si je vais plus loin, mais on reçoit 7 mois plus tard ou 8 mois plus tard, en août, 75 000 de plus. Et on continue, on crée la première version de l'app, etc. quoi. Ok, mais ce qui me paraît super intéressant dans ce que tu dis là, c'est le MVP, comme on l'appelle, le Minimum Viable Product. Et au lancement du projet, parfois on va avoir tendance à avoir un peu un frein de se dire mince, tant que c'est pas parfait, moi au lancement de mon projet, je veux vraiment avoir que tout soit parfait. Tu aurais pu te dire moi je veux déjà avoir mon app, mais en fait c'est super important de se confronter directement au marché, d'avoir directement les retours voilà, dans ton cas des utilisateurs. C'est ça. Et je suppose que le fait d'avoir des retours en ayant lancé d'abord plus simplement entre guillemets SoundCloud, Spotify et autres, tu as pu justement avoir les retours pour après, quand tu as développé ton app, développer ton app en fonction aussi des retours et faire évoluer le projet comme ça, quoi. Exactement, et ça c'est un large sujet aussi, et n'importe qui s'est vraiment lancé regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, et comme tu dis, hein, je vais pas lancer ma page Facebook ou ma page Insta ou lancer un TikTok parce que y a rien qui est prêt, quoi. C'est la pire chose. Bon, ça c'est le b.a.-ba de l'entrepreneur. Si tu viens chez moi et que tu me dis avec ce discours-là, je sais où t'en es plus ou moins dans le chemin de l'entrepreneur, tu vois. Et alors moi je préfère quand j'ai des potes qui font ça, qui me disent ça, reviens vers moi quand tu auras passé cette étape, tu vois. Et ils me croient pas, ils me disent non mais t'inquiète, moi j'ai fait un truc bien peaufiné, etc. Et après ils passent cette étape, ils reviennent chez moi, ils disent en fait j'ai lancé, et je dis voilà, ok. Et tu te rends compte maintenant? Oui, ok, alors on peut passer à autre chose, tu vois. Parce que comme tu dis, ton entreprise elle est vouée à durer dans le temps, normalement un minimum, et donc les premières étapes elles sont d'office moins bien que les étapes d'après, tu vois. Et comme tu dis, tu fais un MVP et donc tu as plein d'insights pour pouvoir améliorer ton produit ou ton service. L'app c'est un habillage, le produit c'est les podcasts, quoi. Et donc
je sais plus quel entrepreneur disait, je me demande si je sais plus qui c'était, qui disait que n'importe quelle idée peut être testable entre guillemets, je sais pas si c'est français, sans moyens quoi, ou très peu, quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros si tu mets un peu de côté, même parfois rien. Il y a Nicolas Van Remenen qui a créé Menu Next Door, que j'avais été voir à une conférence, qui disait, moi pendant un moment donné il testait une idée par jour pendant 7 jours, tu vois. Tu peux tester une idée par jour en faisant avec toutes les technologies et tous les outils qu'on a à l'heure actuelle gratuits. Il y a vraiment moyen de tester n'importe quelle idée, quoi. Carrément, je te rejoins totalement. Et un des points que tu as mentionné aussi, c'est les différents freins qu'on peut avoir. Celui-là en est un de vouloir faire les choses parfaitement. J'en ai d'autres en tête, notamment le regard des autres, le fait d'oser, etc. Je sais pas, toi, les freins que tu as pu avoir avant de lancer EasyLabus, et de vraiment te dire ok, je me lance, quoi. Comment ça s'est passé à ce niveau-là pour toi? Mais il y a, comme je t'ai dit, un peu la pression sociale de qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, en fait. La première chose qu'on te demande, c'est ouais, ok, mais comment tu vas avoir ton salaire tous les mois, tu vois? C'est pas le problème pour le moment, tu vois. Ça a été le problème, figure-toi, d'avoir un salaire à partir de la levée de fonds, tu vois. Donc il y a 1 an. Et EasyLabus, ça a 3 ans. Donc en fait, ça fait il y a eu 1 an, même un peu plus, parce que depuis la création de ma société, où j'avais pas de salaire, j'avais rien, bref. Donc la pression sociale, effectivement, le fait de lancer un projet, c'est se livrer à cœur ouvert, entre guillemets, tu te mets sur la place publique, les gens vont juger, les gens vont dire que c'est nul à chier, ce qui est le cas au début. Et puis au fur et à mesure, ça va avancer, ils vont se dire, ah ok, bon, c'est pas mal, ouais, c'est bien. Et puis ils vont revenir, ils vont dire, ok, c'est bien. Donc effectivement, se mettre en avant, tu vois, bêtement, mais lancer une page Insta et la partager sur ton réseau perso et en parler, etc. C'est se mettre en avant, quoi. C'est compliqué, c'est de se dire, les gens vont juger, vont voir. Et en plus, les gens se font, et nous, même l'humain, se fait un avis si vite sur quelque chose. Et donc pour le faire changer de ce premier avis, en plus, ça prend plein de temps. Mais j'avais très peu de barrières en vrai, hein, parce que j'avais tellement cette soif d'entreprendre, comme n'importe quelle personne qui a envie d'entreprendre, que tu dis vas-y, je fais ce que je veux, en fait, et je tente, quoi, et puis on verra, quoi. Carrément, mais oui, je te rejoins totalement aussi à ce niveau-là, mais savoir se détacher de ce regard-là, et comme tu dis, partager simplement une story dans sa story privée de son projet. C'est déjà compliqué. Un step, hein. Au début c'est compliqué, ouais. Mais du coup à un moment arrive cette levée de fonds, t'en parlais tout à l'heure, vous avez levé 415 000 euros, donc après c'est 25, 75 puis 415, c'est ça? C'est ça. Pourquoi à un moment tu te dis ok, là il faut faire une nouvelle levée de fonds, quel était l'objectif derrière cette levée de fonds là et comment ça se déroule, quoi? Ouais, alors levée de fonds, là c'est peut-être le plus gros sujet. Énorme. Moi, je me suis renseigné à mort sur les levées de fonds. Il y a plein de choses à apprendre et j'ai appris énormément tous les mois où j'ai préparé la levée de fonds. Mais en gros, comme je t'ai dit, nous, le main focus, c'était pas la monétisation du tout au début, sauf qu'on veut croître et on veut produire des cours à cette époque-là. Donc, on a besoin d'argent. Et on veut pas juste un peu d'argent pour continuer à croître de manière graduelle. On veut un truc qui vraiment un changement, quoi. Et pouvoir justement changer en termes de développement, lancer ce truc de créateur sur l'application. Donc du dev, ça coûte cher. Donc on se dit qu'on va lever des fonds. Pour tout te dire, on a eu une levée de fonds avortée. C'est-à-dire que moi, je me suis lancé pendant plusieurs mois dans une levée de fonds. J'ai été pitché pour ceux qui connaissent B-Angels, etc. J'ai été pitché dans plein de forums, à plein de gens, je contactais plein de gens et ça n'a rien donné. C'était pas loin de se faire, mais ça s'est pas fait et c'était une super nouvelle que ça se soit pas fait. À l'époque, j'étais démoli, mais en vrai, c'était bien parce que j'ai eu plein de contacts avec des... En fait, j'ai lancé ma première levée de fonds, on n'avait pas encore d'app. Et donc c'était un mauvais timing et les gens n'y croyaient pas assez, ce qui était plus ou moins compréhensible. Mais sauf que j'ai commencé à nouer plein de contacts et donc ça m'a bien servi pour la vraie levée de fonds où j'avais qu'à aller les recontacter et dire voilà, maintenant nous on en est, on a une app. Je sais pas si vous l'avez vu dans la presse, en plus malheureusement c'est triste mais ça joue. Vous nous avez vu dans la presse, vous avez vu nos vidéos, etc. Et donc bref, première levée de fonds avortée, mais 4-5 mois plus tard, avec des vrais chiffres, je retourne chez ces mêmes personnes. Et donc, pour faire très simple, la levée de fonds, j'ai pas de contact, moi. J'ai pas de potes entrepreneurs qui ont levé. Donc, j'ai été contacter des gens qui avaient levé, voir comment ça se passait, combien est-ce qu'on lève. Tu vois, on parlait de valorisation en off.
Mais la valorisation, c'était un concept que je comprenais pas du tout, tu vois. C'est tu reçois combien, pour combien, ça c'est le concept de base, mais c'est plus compliqué que ça, tu vois. Et donc j'ai été contacté des gens qui avaient levé. J'ai tapé Business Angel sur LinkedIn et en Belgique avec le filtre Belgique, et j'ai rajouté tout le monde. J'ai envoyé un petit message personnalisé en disant que j'aimerais bien les recontacter, enfin les rencontrer, pardon. Et donc j'ai rencontré plein de gens qui investissaient dans des projets. J'ai été voir des gens qui avaient levé en EdTech, donc EdTech c'est Education Technology, un peu comme moi, donc dans mon domaine, et voir qui leur avait donné des sous, et j'ai été contacter ces personnes. Bref, je rencontre plein de gens, je vais chez eux, chez des fonds, chez plein de gens. Et après, il y a un effet boule de neige où ça commence à prendre, je sens qu'il y a quelque chose. Et en fait, il suffit, ça c'est connu, moi je ne le savais pas à l'époque, mais c'est connu dans le domaine de la levée de fonds, c'est les effets de levier, c'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un qu'un autre a déjà dit son commitment, donc il dit, voilà, moi pour faire simple, moi je donne 25 000, tu dis machin a dit qu'il donnait 25, ok moi je donne 25 aussi, et la boule de neige elle va très très vite, tu vois. Et ça je pense que c'est un bon tips pour les gens qui se lancent dans le parcours de levée de fonds, c'est l'effet de levier. Et donc en fait tu te retrouves avec des gens qui mettent 100 000, et puis tu as 150, et puis tu as 200, et puis on a eu 415 mais que 265, enfin là je donne vraiment les détails, mais 265 en equity, okay. Et le reste c'était en prêt de nouveau. Et donc, quand tu as 265 en equity, tu arrives avec une beaucoup plus grosse force auprès d'un fonds qui va te faire un prêt, en disant, bah, ok, il y a déjà lui qui donne ça, on va donner ça en plus. Donc, on a eu 150 en prêt en plus. En plus, on a eu un truc un peu spécial, dans le sens où on a Sambre Invest et Finance Brussels, donc la Wallonie et Bruxelles qui sont dans le projet. Donc ça c'est cool, donc Sambre Invest a racheté le prêt de Digital Attraction, ça c'est très dans les détails, mais bref. Donc voilà, et donc là je le résume en 3 minutes, je parle beaucoup d'ailleurs, désolé, mais en vrai la levée de fonds c'est des mois et des mois de taf, de négociation. Une fois que, je dis tout le temps, hein, à un moment donné tout le monde était d'accord, ils ont commit, donc ils ont dit on met autant à cette valo. Encore 3 mois de procédure administrative, tu vois, c'est-à-dire le pacte d'actionnaires, parce qu'il ne suffit pas juste de se mettre d'accord sur la valorisation et l'argent, c'est ok, Antoine il est malade, il se casse, il n'a plus envie d'être dans Isilabus, c'est quoi comment c'est réglé par le pacte d'actionnaires. Julien il s'embrouille avec Antoine, il a envie de se casser, comment c'est réglé par le pacte d'actionnaires. Et donc c'est 54 pages de pacte d'actionnaires qui doivent être faites par un avocat, et comme on a 8 business angels et 2 fonds, il faut à chaque fois aller dire lui il a dit ça, il veut ça, ok, est-ce que tu es d'accord, oui, non, oui, négociation. Ça prend 3 mois en plus des commitments, donc c'est vraiment hyper long. Et à la fin, dernier petit détail, on devait lever, il y a un principe en Belgique, le tax shelter, je sais pas si tu es familier avec ça, donc un avantage fiscal pour les personnes qui investissent dans des projets jeunes. Et donc si on était en décembre, si on passait en janvier, le tax shelter il était plus là, et les avocats nous rassuraient en disant vous inquiétez pas, ça va être signé, on appelait tous les jours en disant mais les gars il faut que ce soit fait là, au final on a signé le 24, la veille de Noël, le 24 décembre, et là on s'est dit on peut souffler, et tout le monde a signé le 24 décembre. Mais c'est vraiment, moi j'étais sorti de la levée de fonds fatigué, quoi, vraiment fatigué, et en plus tu fais une levée de fonds pour 18 mois, 24 mois, là nous c'était 18 mois, et donc on va tenir, entre guillemets, tenir c'est un mauvais mot, mais on va croître, on va dire, sur 18 mois, et donc là ça fait 1 an qu'on a levé, donc il nous reste 6 mois, on sait qu'une levée ça dure 5 mois, on va repartir dans une levée là, tu vois. Et donc on sait qu'on va repartir dans du taf, de la négociation, aller chercher, convaincre, etc. Se prendre, d'ailleurs, ça c'est un mot très important, c'est non. On va se prendre 90% de non pour 5 à 10% de oui, et espérer avoir une valeur assez intéressante. En plus, conjoncture actuelle est un peu compliquée. Et tu parlais du coup du moment où ok, c'est signé le 24. Comment toi tu le vis? T'en parles du coup le 24, en plus la famille, les amis, etc. Comment ça se passe dans l'entourage? Le switch de ok, on vient de lever 415 000 €. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce milieu startup, ils se disent mais c'est quoi 415 000 €, tu les as, enfin, c'est ton argent. Tu vois, on peut ne pas être familier avec ça. Comment ça se passe au niveau perso du coup quand tu lèves c'est une très bonne question parce qu'on ne l'a jamais posée.
Et effectivement, il y a... Bon, déjà, c'est triste, mais ça apporte une légitimité au projet. Alors qu'avant, on bossait déjà tous les jours dessus et ça fonctionnait bien et ça fonctionne pas mieux parce qu'on a reçu de l'argent du jour au lendemain, tu vois. Donc ça, c'est un peu triste. Mais effectivement, les potes, surtout... en plus, on en a fait une vidéo. On a fait une vidéo avec l'équipe de... ancien Epic, Kroll maintenant, Agency. Super travail d'ailleurs. Et on explique, en grande pompe, on lève plus de 400 000 euros. On a fait un TikTok et tout. Enfin bref, donc tout le monde le sait. Les gens qui ont aucun attrait avec le commerce ou les études commerciales, ou même pas les études, mais les levées de fonds, etc. Il y en a même qui pensent que c'est pour toi, que c'est Antoine Carriat qui a reçu 400 000 euros sur son compte et qui doit faire qui peut se permettre de faire ce qu'il veut un peu avec. Évidemment que non, l'argent il est sur un compte en banque d'une entreprise, tu fais pas ce que tu veux avec. La seule chose que j'en retire personnellement de cet argent, c'est mon salaire en fait. Sinon, tout l'argent est mis dans le développement, surtout à notre étape. Tu vois, en seed, donc les étapes de la levée de fonds, pré-seed, seed, série A jusqu'à série Z. C'est que dans le développement, quoi, de la croissance. Et donc tu mets tout là-dedans. Mais effectivement, la famille, comme je te dis, légitimité, content que tu puisses souffler un petit peu, que justement tu puisses bêtement te verser un salaire, c'est quand même chouette. Surtout que je me suis marié, donc j'ai commencé j'ai emménagé avec ma femme, il y a des factures et des trucs, et donc en fait tu peux pas te permettre de pas te verser de salaire. De toute façon, c'est mal vu de pas se verser de salaire auprès des investisseurs, parce que ils vont se dire, mais le mec il va aller bosser chez Quick le soir, pour payer vraiment il va craquer, quoi. C'est ça. Et donc c'est mal vu de pas se payer, c'est mal vu de trop se payer aussi. Mais donc voilà, bonne question, parce que je sais pas si j'ai répondu d'ailleurs, mais effectivement l'argent ça légitime beaucoup de choses, et il y a beaucoup de gens qui croient que c'est vraiment à toi, c'est pas à toi, quoi. À toi. En effet. Et du coup, on parlait de la famille et des amis, mais toi personnellement, quand tu commences à lever les fonds et qu'on te dit ok, je te mets 25, 50, comment toi tu le vis? Première question. Et deuxième question aussi, au niveau du coup de la pression, la pression de se dire ok, mais on investit autant dans mon projet, lui il met 25, lui 50. Comment toi tu gères ça? Du coup là c'est un peu plus perso, mais donc cet aspect-là et cette relation avec l'argent au moment de la levée de fonds, quoi. Ouais, c'est quelque chose, de nouveau une bonne question, parce qu'on n'en parle pas assez, et ça dépend des gens de quel milieu ils viennent aussi. Moi j'ai toujours eu, je veux dire, mes parents m'ont très bien éduqué, et j'ai jamais manqué de rien, etc. Mais on n'est pas riche, tu vois. Et des montants, comme tu dis, 25 000 euros, 50 000 euros, c'est des montants que moi j'avais du mal à entendre. Et en fait, il faut faire un switch mental vraiment, sauf si tu as toujours vécu dans ce genre de montant, mais un switch mental de se dire, bah oui, 50 000 euros, c'est pas grand chose pour lui. Désolé, c'est comme ça, tu vois. Enfin, c'est pas grand chose. Il peut se permettre de faire des investissements de 50 000 euros dans une boîte, quoi. Et c'est comme ça. Et une fois que tu switches, bah ok, tu commences à vraiment parler de montant, tu vois. On a une valorisation de notre boîte au million, tu vois. 1 million. Bon, après, c'est très. Ça veut tout et rien dire, la valorisation, hein, mais il faut quand même se dire que ta boîte vaut dans les chiffres 1 million, 1,5 million. Et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Comme tu dis, des gens qui disent, voilà, moi je vais mettre 25, je vais mettre 50. Et si tu n'as pas ce switch mental, tu vas potentiellement aller négocier à la baisse, pas être habitué, donc dire, vous êtes sûr, 50 000 euros, c'est beaucoup. Avoir peur de se dire, putain, il me donne la responsabilité de 50 000 euros ou 100 000 euros, c'est compliqué. Bah non, lui, s'il te le fait, c'est qu'il investit, c'est qu'il croit en toi, et tu fais au mieux avec cet argent, mais c'est comme ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai jamais, ni Julien, accepté de l'argent de proches. Parce que potentiellement, il y avait des proches plus ou moins loin qui auraient pu mettre un ticket de quelques dizaines de milliers d'euros, mais là la pression elle est tout de suite. T'imagines un repas de famille ou avec des potes avec qui enfin le père d'un pote par exemple qui a mis d'argent chez toi, mais c'est impossible. Impossible, enfin en tout cas pour moi impossible. Il y a des gens qui ont moins de scrupules, on va dire. Mais moi, ce serait impossible en tout cas. Et cette pression-là avec les investisseurs que tu as, donc tu as Business Angels, ça, et 2 fonds d'investissement, tu la ressens au quotidien, ou après ça, tu vas me dire que ça va dépendre aussi beaucoup des investisseurs que tu as, mais toi avec les investisseurs que tu as et ton board aussi, comment ça se passe, cette gestion-là au quotidien là maintenant?
Mais c'est une question qui revient souvent. Il y a la question du contrôle. Parce que ça, beaucoup de potes m'ont dit aussi ouais, mais mec, maintenant tu as tous ces gens-là sur ton pack d'actionnaires. Bah, tu fais plus ce que tu veux en fait. Mais en fait, si. Oui et non. Oui et non. Je retire ce que j'ai dit, attention. Oui et non. Tu as un board avec qui tu discutes des choses très opérationnelles et stratégiques, donc en fait du micro et du macro. Quand je dis micro, c'est pas non plus la couleur d'un encadré dans l'app, mais c'est des choses plus opérationnelles, on va dire, et avec qui tu discutes. Et autrement, et donc dans le board, dans notre board par exemple, on a 2 personnes qui représentent les business angels et les fonds. Et alors il y a moi et Julien dans ce board-là, et on discute de l'opérationnel, mais donc ils représentent les autres. Et donc les autres n'ont entre guillemets rien à dire. Moi je suis en contact avec eux tout le temps. Et s'ils ont quelque chose à dire, c'est potentiellement en référer à une des personnes du board qui les représente pour pouvoir parler. Mais en vrai, dans les faits, ils m'appellent, ou on s'envoie un message, ou on se rencontre et on discute. Et on a de la chance, effectivement, comme tu disais, d'avoir choisi des investisseurs assez smart. Et qui ont des compétences dans certains domaines, et moi j'adore ça, et je suis même content de ne pas avoir pris certains investisseurs, tu vois, dans la levée avortée dont je te parlais. Je suis vraiment content de ne pas avoir pris certains investisseurs que j'aurais pu accepter à ce moment-là, parce que c'est des gens qui je dis souvent cette phrase, on gagnait un peu d'argent par exemple dans un Big Four, une belle carrière, etc. Et ils aiment bien dire, bah, moi j'ai mis 25 000 dans 4 projets, et en parler à Noël et dire, voilà, moi, tu vois, les petits jeunes là, c'est moi qui les finance. Aucune compétence, rien, juste de l'argent. Mais le pire, c'est qu'ils pensent qu'ils ont énormément de compétences en entrepreneuriat. Là, je fais une grosse généralité, hein, ils sont pas du tout tous comme ça, mais effectivement, il y en a certains où tu as l'impression qu'ils te disent, et ça, c'est une phrase que je dis souvent, assieds-toi là, mon grand, je vais t'apprendre la vie, tu vois. Et ça, c'est la pire chose que tu peux avoir dans ton pack d'actionnaires, des investisseurs qui sont comme ça. Et les notes, pas du tout. Les notes, et c'est ce que j'apprécie, toujours se dire, tiens, moi j'aurais vu les choses comme ça, mais après c'est toi qui es tous les jours dedans, qu'est-ce que t'en penses? Très très sur la réserve, et quand c'est vraiment quelque chose qu'ils pensent qui est très intéressant, ils le disent, quoi. Et ça, c'est vraiment top. Ouais, ça me paraît super important, et est-ce qu'au final c'est pas dans leur intérêt aussi pour l'évolution du projet? Comme ils disent, c'est toi qui es sur le terrain, et c'est ton projet depuis le départ. Même si en effet leur expérience et leurs compétences va t'amener énormément aussi, et va amener au projet beaucoup, quoi. Mais super intéressant ce chapitre levée de fonds, et du coup courage pour la prochaine là qui arrive. Merci beaucoup, il va m'en falloir un peu de courage. Et du coup, par rapport à l'évolution maintenant du projet, on parlait tout à l'heure de s'étendre en France. Quelles sont les perspectives là maintenant au niveau d'Easylabus? Ben, on en parlait un peu avant. En tant que Belge, on a l'impression que la Belgique c'est déjà un chouette marché, etc. Bon, c'est tout petit, n'importe quel marché. Si tu veux un truc scalable, etc., c'est tout petit. C'est effectivement un bon terrain de chasse, entre guillemets, pour tenter au début un projet. Mais n'importe quelle personne qui veut s'étendre, moi c'est ça qui m'a fait tilter aussi, c'est que j'ai regardé plein d'interviews de fondateurs, et le truc en commun qu'ils ont, c'est de se dire qu'on aurait dû aller à l'international plus tôt. Et je pense que nous, on aurait pu le faire aussi un peu plus tôt, surtout que nous, c'est du digital, donc on n'a pas besoin de beaucoup de présence ou de moyens pour aller à l'international. Et donc, effectivement, on s'est lancé à Paris. Et quand je dis Paris, en fait, on s'est lancé à Paris 1, donc l'université Paris 1, en droit, en L1, L2, L3, donc l'équivalent de bac 1, bac 2, bac 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a voulu ne pas s'éparpiller un peu partout et dire on fonctionne un peu partout moyennement. On s'est dit on va tenter un truc et on va lancer ça pour pouvoir le répliquer dans d'autres unives, dans d'autres facs, etc. Et donc c'est ce qu'on va faire pour l'instant, on l'a fait, ça a bien pris en France, ça a bien fonctionné. On a eu un peu de mal à trouver des créateurs, on va voir un peu comment on va régler ça, en France en tout cas. Mais sinon, la France, Paris c'est la Belgique en termes de marché, Belgique francophone. Donc c'est même pas comparable, pardon. C'est même pas comparable. La France c'est hyper intéressant en termes de marché, et on espère vraiment pouvoir s'étendre, allez, je veux dire, dans les 4-5 grosses villes de France dans les 18-24 mois qui arrivent, quoi. Mais du coup, pour la suite, maintenant, si on va encore plus loin, même dans 3, 5, 10 ans, tu vois où le projet?
Moi, je le vois comme comme je te dis, l'aspect social vraiment encore plus au centre du projet. On va essayer de gamifier un peu l'app, tu vois, avec des récompenses, des trucs, enfin bref, la gamification en ce moment, c'est vraiment le maître mot dans toutes les apps. L'aspect social, donc vraiment pas réseau social, mais pouvoir potentiellement créer des rules entre étudiants sur l'application, avoir des vraies chaînes EasyLabus où tu peux voir le nombre d'abonnés que tu as, interagir avec la communauté. On se dit à terme, potentiellement même dans le prime d'EasyLabus, potentiellement les gens feront des partenariats sur leur chaîne, tu vois. Je veux dire, c'est pas une question de l'argent, c'est question de... On sera à l'étape d'Instagram ou de TikTok où les gens auront créé leur communauté sur EasyLabus et pourront monétiser même cette communauté à eux. Et nous, on serait comme YouTube, tu vois. Ouais. On aurait les ads et eux, ils rajouteraient leur partenariat à eux, tu vois. Ouais. Ça, ce serait le but, d'avoir un truc où vraiment le partage de connaissances soit au centre vraiment de l'application, que tout le monde, ce soit un réflexe dans la main de tout le monde, de prendre son téléphone, s'enregistrer, expliquer quelque chose et le poster sur l'application. On a potentiellement une fonctionnalité qui nous intéresse beaucoup en ce moment et qui participe à ce suivi global de l'utilisateur. C'est tu viens, tu poses ta question sur EasyLabus, tu mets une question, t'écris et il y a quelqu'un qui peut venir te répondre en s'enregistrant, quoi. Vraiment, et donc tu as la question, puis ensuite tu écoutes le podcast et à la fin potentiellement même un petit quiz, etc. Enfin bref, un truc global sur l'apprentissage et la vulgarisation de concepts vus en cours, ou même de concepts, là pour l'instant on a l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, enfin il y a plein de gens qui viennent de faire des podcasts sur EasyLabus, quoi. Okay. Donc voilà, des millions d'utilisateurs aussi, ça surtout. Des milliards. Mais des milliards, pourquoi pas. Ok, magnifique objectif, mais ouais, ça demande du coup de nourrir et d'éduquer beaucoup l'audience. Exactement. Et ça c'est quelque chose de tellement compliqué. Ouais. 2 petites questions pour terminer. La première, au niveau de tes inspirations, est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui t'inspirent vraiment fort et si tu devais choisir un entrepreneur pour rentrer maintenant dans l'équipe EasyLabus, pour venir taffer avec toi à temps plein sur EasyLabus, tu choisis qui ? Pas entrepreneur, mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et j'adore la façon dont il travaille. C'est Jean de la Roche-Brochard de Kima Venture, donc le fonds de Xavier Niel. Et j'écoute tous ses podcasts, j'ai regardé toutes ses vidéos. Je trouve qu'il est hyper inspirant et hyper cool, mais il n'a jamais créé de boîte. Mais bon, il est super effectif. Efficient. Enfin. Question un peu annexe. On parlait tout à l'heure de Oussama Ammar en off. Ouais. Est-ce que lui, tu l'inviterais dans l'équipe EasyLabus et qu'est-ce que tu penses d'un personnage comme Oussama ? Je pense que si on faisait je te parlais des 54 pages du pack d'actionnaires, si Oussama rentrait, on aurait 2000 pages, je pense, pour être sûr que ce soit bien ficelé. Parce que comme je t'avais dit, le fait que ce soit un bon storyteller, que ce soit un mec qui ait aidé des centaines de startups, qui ait réussi à faire un personal branding incroyable, qui fait que n'importe quelle chose qu'il lance avec ces trucs Better Call Boost là, il travaille 3 heures par jour, il se fait je crois 1500 € par jour. C'est fort et ça a aidé beaucoup de gens. Tout le contenu qu'il a posté avec The Family et même en personnel, c'est du contenu qu'il a donné gratuitement et qui ont aidé vraiment beaucoup de gens. Et ce que je disais, c'est que sur TikTok, voilà, il est parfois la risée de TikTok par des gens qui sont très peu entrepreneurs ou pas du tout entrepreneurs. Maintenant, je pense que avoir un gars comme lui, pareil, ça doit être difficile à gérer parce qu'il le veuille ou non, son ego va prendre beaucoup de place. Mais c'est pas du tout le cas en fait, je fais comme s'il allait venir mais c'est pas du tout le cas, mais je pense que ce serait un peu compliqué. Mais il y a vraiment du bon à prendre de ce genre de profil, je pense. Maintenant ouais, je pense que si je peux l'avoir gratuit, je pense qu'on le prend. mais ouais, c'est un peu, tout le monde est un peu dubitatif à son sujet, quoi. Ok, donc Oussama, s'il nous écoute, il peut venir travailler gratuitement chez EasyLabus. Voilà, gratuitement. Je sais pas s'il le fera, mais... Ok, top. Tu as entrepris pendant tes études. S'il y a des étudiants qui nous écoutent et qui justement sont à cette étape-là d'avoir peut-être quelques freins ou d'avoir le projet, mais de se dire, je sais pas si je vais le lancer ou est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'irai pas peut-être un peu travailler avant, est-ce que... je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans cette situation-là, qui n'ont pas non plus, et ça c'est un peu la mentalité qui change, mais qui n'ont pas non plus envie de suivre cette route bien définie, de sortir des études, d'aller dans une Big Four, et voilà.
ce qui n'est pas mal et ça convient à certaines personnes, mais à d'autres beaucoup moins. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ces personnes-là qui sont pendant leurs études et qui ont peut-être quelques idées, et quels seraient ton ou tes conseils? Mais je pense qu'ils en sont à... En fait, s'ils en sont là, ils vont passer le pas à un moment donné, autant le faire maintenant, quoi. Parce que si c'est pas maintenant, c'est à 40 ans, et ça va être vraiment, ils auront perdu plein de temps, quoi. C'est ce que je dis tout le temps, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Ils en sont à la première étape de se dire, de se rendre compte qu'ils veulent plus aller dans ce chemin-là classique. C'est déjà la première étape, mais en fait, maintenant, la plus compliquée, c'est de se lancer. La plus compliquée et la plus simple, en fait. Parce qu'une fois que c'est lancé, tu t'arrêtes plus. C'est clair que tu t'arrêtes jamais plus, je pense, pour les 95% des gens. Donc je dirais, ouais, effectivement, arrête de croire que ça va être mieux à côté. Il y a tout ce débat de la rat race, courir après son salaire, etc. Mais en vrai, si ça te plaît d'aller travailler dans un Big Four, fais-le. Mais si tu sais que ça va pas te plaire et que ça te plaît pas, au pire du pire, ok, essaye pendant 6 mois ou quelques mois ou 1 an, et tu te rendras, selon moi, vite compte que c'est un peu chiant. Si tu as la vraie mentalité d'entrepreneur. Et par contre, si tu as, je sais pas, t'as 18 ans et que tu es aux études, là, c'est le meilleur moment. C'est vraiment le meilleur moment. Lancer son truc pendant les études, c'est chill. Je te rejoins totalement. Lancer son activité pendant les études, c'est... Déjà, t'as pas la pression, même financière, etc. Et ouais, t'as du temps. C'est ça. Concrètement, t'as du temps. Donc ouais, je pense aussi que c'est un des meilleurs moments. Après, effectivement, parce que là, je parle a posteriori, mais effectivement, t'es diplômé. Et imaginons que tu veuilles partir de chez tes parents parce que tu as envie de vivre seul ou quoi, bah là, effectivement, si tu dois te poser la question, ça devient toujours tout de suite un peu plus compliqué. Même si tu es entrepreneur, tu vas te lancer tout de suite, mais les études, c'est le top, quoi. Ouais. C'est vraiment le top. Ok, et dernier conseil, du coup, si vous êtes aux études, c'est télécharger EasyLabus, quoi, du coup, non? Exactement, télécharger l'app gratuite EasyLabus. Vous pouvez consommer des podcasts et créer des podcasts gratuitement. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. J'espère que ce podcast avec Anton t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner. Et on se retrouve très vite avec un autre invité. À bientôt, ciao.